Les parlementaires élus dans la capitale n'ont pas encore été convoqués au ministère de l'Intérieur pour l'élaboration du projet de loi sur le statut particulier d'Antananarivo. D'après les informations, Antananarivo sera divisé en 6 subdivisions administratives. Un bateau étranger de 400 tonnes se serait positionné à un Putabé Cap Est et sur le point de réceptionner des rondins de bois de rose. L'Alliance Vargas s'inquiète d'une recrudescence de fléaux. De nouvelles exportations illicites se sont effectuées à Manambulus hier. 5 noms connus dans le domaine sont de nouveau cités. Et enfin, le Tchad et le Niger n'ont pas tardé à réagir après l'annonce de l'allégeance de Boko Haram à l'État islamique en lançant hier une offensive contre les islamistes dans le nord du Nigeria. Samedi, au moins 58 personnes sont mortes et 139 autres ont été blessées dans 3 explosions attribuées aux islamistes à Maïdougouri, fief historique de Boko Haram et capitale de l'État de Borno. Bonsoir à tous, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les parlementaires élus dans la capitale n'ont pas encore été convoqués au ministère de l'Intérieur pour l'élaboration du projet de loi sur le statut particulier d'Antananarivo. D'après les informations, Antananarivo sera divisé en 6 subdivisions administratives, mais les parlementaires restent réticents. Lili Rabiad. 10 jours avant l'ouverture du dépôt de dossiers de candidature pour les communales, 4 mois avant le début des campagnes électorales, aucune loi n'est encore mise en place si la date des élections est prévue pour le 17 juillet prochain. Par ailleurs, aucun décret d'application n'est en vue jusque-là. Ce qui est confirmé sera que les arrondissements seront des subdivisions administratives. Le pouvoir restera donc aux mains du maire de la capitale. Rien ne change en matière de financement ni de pouvoir d'après les explications du ministre de l'Intérieur, Mafal Sourlanjassan. Par ailleurs, les parlementaires de la capitale n'ont pas été consultés pour l'élaboration de cette proposition. Ils refusent l'immixtion du pouvoir central dans les affaires internes de la commune. Ils refusent ainsi de mettre le sort de la capitale entre les mains du ministère. L'État est-il prêt ou non à organiser les élections communales cette année? Jusque-là, tout est flou sur la tenue, tout comme l'organisation de cette élection prévue pour le 17 juillet prochain. Une série de grèves agite l'administration publique. Le service des domaines a fermé ses portes depuis ce matin. Aucun service minimum ni permanence n'est assuré. La grève sera maintenue tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et les greffés tiennent également une manifestation depuis aujourd'hui. Leur service sera suspendu jusqu'à nouvel ordre. Reportage. Le service des domaines et les greffiers mettent la barre plus haut. Ils décident une grève générale tant que leurs revendications n'obtiennent des réponses satisfaisantes. Tous les bureaux sont fermés à Anoussi. La reprise du travail n'est pas encore définie. Des dossiers sont en instance auprès de ces 2 services publics. Les greffiers dénoncent le népotisme et la corruption. C'est le principal motif de leur manifestation, d'après le président du syndicat des greffiers de Madagascar. Quant au service des domaines, les inspecteurs contestent la suspension de l'octroi de terrains domaniaux aux nationaux. Leur revendication est restée sans suite. L'État n'a émis aucune réaction ni commentaire justifiant un traitement inégalitaire en faveur des investisseurs étrangers au détriment des nationaux. Aucune politique foncière n'a été élaborée. Le député Nevraouldine craint que l'État ne puisse plus maîtriser la situation. Ces dernières semaines, les tensions sociales se multiplient. Rien qu'en une semaine, des grèves se tiennent ici et là. Après les manifestations des maîtres Fram, enseignants non fonctionnaires qui ont marqué la première année au pouvoir du président Irazon Mapian, la situation n'a cessé de dégénérer.
On vous le disait, en titre, un bateau étranger de 400 tonnes se serait positionné à un Poutabé Cap Est et sur le point donc de réceptionner des rondins de bois de rose. Le ministère de l'Environnement ne dispose que d'une petite vedette afin de poursuivre les exportateurs illicites. L'Alliance Vorgas s'inquiète donc du recrudescence de fléaux. De nouvelles exportations illicites se sont effectuées à Manambulous hier. 5 noms connus dans le domaine sont de nouveau cités. De leur côté, les responsables administratifs à Mananar nient totalement les faits. Michela Ranardson. L'État malgache n'a qu'une vedette pour poursuivre les exportateurs illicites de bois de rose. Depuis samedi, 5 petits bateaux ont été poursuivis à Mananar, plus précisément à Manambulous, 20 km au nord de la RN5. Ces derniers n'ont pu être interceptés, affirme le coordonnateur national de l'AVG, Anji Amanga Anji. 5 noms connus dans ce domaine sont de nouveau cités: Arlan Dezes, la Laina de Marwansij, Nono Vulasanduk, Sito et Sulchak. Le chargement de rondins commence à 21h pour se terminer vers 5h du matin. Les autorités de Mananar, de leur côté, nient totalement les faits. Est-il si difficile pour l'État de se doter de bateaux performants afin de poursuivre les exportateurs? D'après les informations reçues, un bateau étranger de 400 tonnes se place à un Poutabé Cap Est. Il serait sur le point d'embarquer des rondins de bois de rose. Jusqu'ici, la zéro-tolérance claironnée par le Premier ministre s'est traduite en 0 personnes arrêtées et 0 bateaux interceptés. L'association Veivav Malagas Miaramieng s'est livrée à une œuvre sociale hier. 727 sinistrés du quartier d'Intomadink ont été pris en charge. 172 personnes ont bénéficié d'une consultation gratuite. L'activité entre dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée mondiale de la femme. Reportage. La signature de convention de partenariat avec l'école Notre-Dame du Rosaire à Tomadink a marqué la célébration du 8 mars, Journée mondiale de la femme, pour l'association des femmes Malagas Miaramieng. Le partenariat comporte un projet d'alphabétisation des adultes dans le quartier d'Atomadink, un des quartiers vulnérables de la capitale. En marge de ces événements, 727 sinistrés ont été pris en charge. Des produits de première nécessité tels que du riz, sucre, bougies, savon ont été distribués par l'association. Des consultations gratuites et des dons médicaments ont été également organisés. Pour ce volet, 172 consultations gratuites ont été effectuées. Tate Lendianen Arfelu, président du Veivav Malagas Miaramieng, a marqué dans son allocution l'objectif des interventions de l'association. Selon elle, l'alphabétisation des adultes et l'accompagnement psychosocial des parents sont des piliers du développement. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme, l'association des femmes Malagas Miaramieng a célébré son premier anniversaire. Le marché noir prend de l'ampleur. C'est devenu un moyen de survie pour les plus vulnérables. Les acheteurs ne sont pas contre cette pratique. Avec la hausse du sac du charbon jusqu'à 40 milliards, des revendeurs au noir sévissent dans tous les recoins de la capitale. Rosa Gemalal. Avec la flambée des PPN, certaines personnes ont trouvé une affaire lucrative. Elles s'adonnent aux activités au noir pour gagner quelques milliers d'ariars par jour. Dans presque tous les quartiers d'Atanarive, quelques morceaux de charbon emballés dans du sachet plastique de 20 ariars sont vendus à 500 ariars. Le business est devenu florissant à cause de la pénurie de charbon auprès des marchands habituels. La pratique se fait au vu et au su de tous sans que personne ne s'en indigne. Des sources ont révélé que le ministère du Commerce procède à une vérification de stock des produits écoulés sur le marché. Mais les descentes sur terrain se font discrètement. En attendant, la vente au noir prend de l'ampleur et des consommateurs ne se plaignent pas. Même si les charbons au noir sont vendus plus cher, des ménages peuvent s'en procurer à tout moment. La plupart des étalages des marchands de charbon sont vides en fin de matinée. Les marchands de charbon habituels sont les seuls lésés. Vendre les charbons au détail génère des pertes considérables. Le prix actuel des sacs sont pourtant hors du pouvoir d'achat des consommateurs.
Et nous passons aux actualités internationales. Les armées tchadiennes et nigériennes ont lancé hier une offensive aérienne et terrestre d'envergure au Nigeria contre les islamistes de Boko Haram au lendemain de l'allégeance par le groupe du mouvement djihadiste de l'organisation de l'État islamique. Boko Haram, dont on évalue le nombre de combattants à plusieurs milliers et qui n'a cessé de recruter, continue à multiplier les attentats sanglants dans les grandes villes du Nord et les massacres de villageois dans les zones reculées au Nigeria et parfois dans les pays voisins. France 24. Une coalition africaine à l'offensive contre Boko Haram. Pour la première fois ce dimanche, le Niger a lancé une opération d'envergure aux côtés du Tchad, une incursion aérienne et terrestre. Plus de 200 véhicules, plusieurs milliers d'hommes ont lancé l'attaque depuis les environs de Difa, ville frontière entre le Niger et le Nigeria. Une attaque qui ouvre un nouveau front et encercle un peu plus l'État de Borno, fief de la secte islamiste. Au lendemain de l'allégeance de Boko Haram à l'État islamique, les États voisins accroissent donc la pression. Depuis 2 mois, en première ligne, le Tchad, fort d'environ 2000 hommes, avait surtout mené des offensives avec le Cameroun depuis ce territoire. Des opérations conjointes, comme ici il y a un mois, à Fotokol, ville frontière. Mais l'armée tchadienne mieux équipée avance souvent seule. Après Gambaru, début février, la semaine dernière, elle reprend la ville de Dikwa, au Nigeria. Alors que les attaques suicides de Boko Haram se multiplient sur le terrain, notamment dans les pays frontaliers du Nigeria, ce sont désormais 4 armées qui sont en guerre contre Boko Haram. Au Nigeria s'ajoutent donc le Cameroun, le Tchad et le Niger. Pour déloger les djihadistes d'un territoire grand comme la Belgique, l'Union africaine a entériné vendredi la création d'une force régionale. Elle devrait compter jusqu'à 10 000 hommes et être basée à Djamena. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, l'armée irakienne et ses milices alliées ont annoncé avoir pénétré ce jour dans la ville d'Al-Dour, à la périphérie sud de Tikrit, bastion du groupe État islamique et principal objectif de leur vaste offensive lancée en début de semaine. L'état-major irakien a déclaré qu'Al-Dour avait été reprise aux djihadistes. D'autres sources militaires indiquent en revanche que les soldats ne sont entrés que dans le sud et l'est de cette ville truffée de bombes artisanales dissimulées par l'État islamique. C'est toujours un reportage de France 24. L'armée irakienne, associée aux milices chiites, tente de rejoindre Tikrit. Mais les poches de résistance sont nombreuses. Comme ici, à Al-Dour, bourgade située à 20 km au sud de Tikrit, les forces gouvernementales viennent d'en prendre le contrôle. L'ennemi met la pression et utilise des voitures piégées et des kamikazes. Mais nous avons tué de nombreux kamikazes et neutralisé beaucoup de voitures piégées. Au nord de Tikrit, à Alaman, les combats avec les djihadistes se poursuivent et le ministre de l'Intérieur irakien s'est rendu sur place dimanche. Malgré ces poches de résistance, la stratégie d'encerclement de Tikrit semble payante. On a avancé. Maintenant, on est arrivé près de Tikrit et aux alentours. On a pris Al-Dour. Dans les heures à venir, on va avancer vers Alaman, puis rentrer dans Tikrit. 30 000 hommes au total sont mobilisés pour reprendre l'ancien fief de Saddam Hussein. L'opération est même présentée comme la plus massive depuis la prise par organisation de l'État islamique de pans entiers du territoire irakien en juin dernier. Mais les tribus sunnites invitées à combattre aux côtés des forces gouvernementales et des milices chiites soutenues par l'Iran dans une tentative de grande union sont pour l'instant réticentes. Les tensions sont toujours aussi vives entre chiites et sunnites. Autrement dit, Mossoul, prochain objectif du gouvernement irakien après Tikrit, n'est pas encore prêt de tomber. C'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Les parlementaires élus dans la capitale n'ont encore été convoqués au ministère de l'Intérieur pour l'élaboration du projet de loi sur le statut particulier d'Antananarive. D'après les informations, Antananarive sera divisé en 6 subdivisions administratives. Les parlementaires restent réticents. Une série de grèves agite l'administration publique. Le service des domaines a fermé ses portes depuis ce matin, comme les greffiers qui ont tenu une manifestation
Aujourd'hui, la grève sera maintenue tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et enfin, l'association Veivav Malagas Miramieng s'est livrée à une œuvre sociale hier. 727 sinistrés du quartier d'Intomadink ont été pris en charge. 172 personnes ont bénéficié d'une consultation gratuite. Voilà donc pour ce point de l'actualité. N'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Dans un instant, vous allez suivre les films suivants: Out of Control et Doom, un film d'épouvante. Merci de votre attention. On se retrouve donc demain à partir de 21h15 sur Cool TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.